Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire 1 heure pour comprendre, organisé par l'Association française de prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Nous allons vous laisser arriver progressivement. Il y a plus de 120 inscrits pour cette session de webinaire aujourd'hui. Et nous accueillons Denis Ponsu ce soir. Bienvenue, Denis. Bonsoir à tous. Alors, Denis, vous êtes chef de projet en développement territorial, président de l'association Résolution. Vous êtes un expert des usages du numérique et du développement territorial et actuellement investi dans le développement de la filière de l'économie culturelle et des tiers-lieux en région Centre-Val de Loire. Vous avez développé des méthodologies d'accompagnement des porteurs de projets innovants par le numérique, en partenariat avec 15 régions françaises et aussi en Afrique subsaharienne. Vous avez participé à la conception et à l'animation de différents programmes d'innovation ouvertes dans le cadre de la Fondation Internet Nouvelle Génération, la FING, ce qui vous a conduit à mener une expédition thématique sur le rôle du numérique en situation de crise. Et vous êtes impliqué de longue date dans le monde associatif, l'éducation populaire, la coopération décentralisée. Et vous avez initié des pratiques d'animation de réseaux numériques en présentiel en créant l'association Résolution. Bienvenue Denis encore. Je rappelle à nos inscrits aujourd'hui que ce cycle de webinaire 1 heure pour comprendre a pour but d'éclairer des thématiques spécifiques qui sont en lien avec la prévention des risques majeurs, les risques naturels et technologiques, et aussi la résilience. Nous vous accueillons donc progressivement en ligne. Nous vous laissons vous connecter. Je vous indique que la présentation de Denis durera à peu près 40 minutes. Et qu'elle sera suivie par la suite d'échanges, d'échanges provenant de vos questions auxquelles Denis répondra. L'ensemble des ressources, à savoir la présentation et aussi des liens vers des ressources sur Internet, vous seront transmises par la suite et seront disponibles sur le site web de l'AFPCNT. Et j'en profite aussi, avant qu'on commence, pour remercier tous les inscrits et avoir un petit clin d'œil pour nos inscrits des régions ultra-périphériques françaises, donc de l'outre-mer, et du monde de la francophonie aussi, qui est parmi nous pour cette session, à savoir le Luxembourg, on a aussi Djibouti, le Cameroun, le Québec, le Sénégal et l'Égypte. Voilà, bienvenue à toutes et tous. Et si vous le souhaitez, Denis, nous pouvons commencer. Eh ben, merci. Je vais commencer par vous expliquer rapidement le contexte de cette expédition. Ensuite, je vous expliquerai la méthode qui a été déployée pour élaborer un certain nombre de ces scénarios prospectifs. Et puis, on pourra ensuite, en troisième partie, explorer justement ces différents scénarios que vous retrouverez en effet dans la présentation qui vous sera transmise. Donc, il y a un grand nombre de visuels. Certains, je vais les passer rapidement pour tenir le temps. Mais vous pourrez retrouver tout ce contenu a posteriori. Alors, l'expédition numérique tout risque a été menée dans le cadre d'une association qui s'appelle la Fondation Internet Nouvelle Génération. Cette association aujourd'hui a cessé ses activités en 2022, mais pendant 20 ans, sa vocation était justement de travailler sur la prospective des usages numériques. Autant dire que ce que je vais vous exposer reste tout à fait d'actualité, puisque quand on travaille en prospective, en général, on se projette dans le futur, et qui plus est, quand on parle d'usage du numérique, contrairement aux technologies, eh bien là, on est sur finalement des situations qui sont durables. Et la problématique justement dans la prospective des usages, c'est souvent on constate finalement une
très lente mise en route des acteurs. Il y a des effets de traîne entre les précurseurs et le grand public. Donc, les scénarios que je vais vous présenter, même s'ils ont été élaborés il y a quelques années, sont tout à fait d'actualité. En tout cas, ça m'intéressera d'avoir votre feedback également en fonction de vos expériences. Peut-être, Virginie, peut-on sonder nos inscrits pour déjà mieux vous connaître, savoir finalement de quels horizons vous venez, en tout cas dans quel type d'organisation vous évoluez. Oui, Denis, malheureusement, je rencontre un petit problème technique pour lancer le sondage. Donc, je peux le faire oralement et libre à chacun donc de nous indiquer votre catégorie d'origine, à savoir si vous provenez plutôt d'un territoire, d'une commune ou d'un EPCI, département ou région, ou bien des services de l'État et d'entités spécialisées telles que les SDIS, ou d'une entreprise, association, ou bien si vous êtes citoyen et citoyenne engagés au service de la prévention. Donc, si vous pouvez répondre dans le chat, et du coup, Voilà. nous allons regarder en fonction de vos réponses. Merci. Voilà, donc pendant que vous répondez, je peux préciser déjà dans le chat aussi l'adresse du site dont il est question et le lien direct vers l'expédition numérique tout risque. Voilà, et donc pour terminer sur la FING, c'est une association qui a œuvré au plus près des acteurs territoriaux, des acteurs de l'État, mais également des entreprises et des associations. Donc la vocation de la FING était vraiment de pouvoir explorer un certain nombre de scénarios d'usage numérique en croisant finalement les regards, les grilles de lecture d'un grand nombre d'acteurs. Vous verrez que dans la méthodologie que je vous présentais, on va retrouver justement cette diversité et c'est ce qui permet finalement de crédibiliser, on va dire, les scénarios qui sont travaillés. Alors, les axes de travail sur lesquels on s'était penché, et ça peut constituer aussi une trame pour vos ateliers ou vos explorations futures. La première, c'était la question des données. Les data et les données ouvertes aujourd'hui, qui est un sujet évidemment qui mobilise beaucoup les territoires. Il s'agissait en effet d'identifier finalement les données existantes et d'explorer les catégories de données mobilisables. Ça, on sait que c'est aujourd'hui la qualité des données. C'est un sujet qui réapparaît dans les questions d'intelligence artificielle, mais avant cela même, en situation de crise, comme vous le savez, la qualité des données importe essentiellement. On s'est intéressé aussi à la question des métiers. C'est-à-dire quel impact ou quelles évolutions finalement le numérique peut avoir sur les métiers, que ce soit ces métiers d'urgence, mais tout autre métier finalement d'acteurs concernés par des situations de crise et ce que ça implique en termes d'évolution des compétences. Le troisième axe de travail, c'était la question de la mise en capacité, l'empowerment ou capacitation pour parler français, que cela concerne évidemment la société civile dans les interactions qu'il peut y avoir du citoyen jusqu'à l'élu et l'État. Ce que ça implique aussi en termes de culture numérique, on parle de littératie numérique, c'est pas simplement la maîtrise des outils, mais aussi la capacité de pouvoir s'exprimer, interagir dans un espace numérique et l'évolution des usages. Et puis, quatrième axe, la gouvernance, c'est-à-dire en quoi finalement le numérique peut faciliter, impacter les circuits de décision, de quelle façon ça nous amène à faire évoluer des systèmes d'information
ou en créer, et tous les aspects liés à la numérisation justement des dispositifs en prenant en compte les réglementations. Alors les constats, finalement, on a fait un certain nombre de constats. Alors je précise, je reviendrai d'ailleurs là-dessus, je ferai quelques incises sur le fait que ce qui est intéressant, je ne l'ai pas précisé, c'est que cette expédition, en fait, elle a été conceptualisée, on va dire, 2 ans avant le Covid et lancée 3 mois avant le confinement. Ce qui veut dire qu'on s'est retrouvé en situation tout à fait réaliste, et on a été amené d'ailleurs à être impliqué avec le CNFPT dans un dispositif qui s'appelait la riposte créative territoriale, dont je vous mets le lien dans le chat. Qu'est-ce que c'était que cette initiative? Eh bien, c'était des DGS qui se sont retrouvés en situation d'urgence, de savoir comment appréhender en effet ce confinement et tout l'impact organisationnel et opérationnel que cela avait. Et on a donc été vraiment amené à faire, notamment en 2020, ce qu'on a appelé des connecteurs recherche pour, là je vous mets les liens directs vers les 2 séquences, vers la séquence qui a eu lieu en effet en juillet 2020, où on a été amené à travailler justement à des réponses en la matière. Et donc ça nous a amené à faire un certain nombre de constats, à la fois de l'inadaptation des systèmes de certains systèmes de réponse aux crises majeures, la difficulté à apprendre des crises, ça on va dire que c'est une constante, l'inadaptation des systèmes, les procédures à des risques de panne, la dépendance au système numérique. Donc là, ce qui nous intéressait, c'était de voir en quoi le numérique peut être facilitant ou limitant. La question évidemment des temporalités qui évidemment sont très importantes, le fait qu'on ait des niveaux de littératie numérique, donc culture numérique et d'équipement numérique qui sont très variables, idem pour la perception de la culture du risque, et puis l'inaccessibilité d'informations auprès d'interlocuteurs pertinents, et à l'opposé, la profusion de données et la difficulté à pouvoir faire le tri. Et enfin, donc, la difficulté des effets de silo, notamment entre les métiers et les entités. Donc, on voyait bien qu'on avait un certain nombre d'attentes en termes de coordination, de communication, de préparation. Et là, on voit bien que là, on évolue. Enfin, le fait numérique nous amène à travailler la préparation et pas simplement la prévention. Et le fait d'avoir un usage plus important sur les typologies de capteurs des risques et des situations. Les défis auxquels on était confrontés, c'est en effet la confrontation entre vision systémique et urgence court terme, comment on gère le multi-aléa. La question de l'implication de la population et ce que ça implique en termes de confiance ou de défiance à différents niveaux. Sur les questions de gouvernance, c'est dans quelle mesure on peut faire confiance à la technique dans les arbitrages que l'on est amené à faire, notamment, et comment adapter un modèle de gouvernance par rapport à un dispositif technique. Le décalage entre disponibilité et accessibilité d'un dispositif, ce qu'on a appelé la continuité profonde, c'est-à-dire entre les temps de la crise, entre crise et hors crise, entre public et privé, professionnel, non professionnel, entre outils spécialisés et outils courants, quotidiens. Et puis la culture du risque, en effet, comment finalement on fait évoluer cette culture et
de quelle façon le numérique peut nous y aider. Donc voilà, l'expédition s'est organisée de cette façon, avec une phase de préméditation, une récolte et scénarisation qui ont impliqué un grand nombre d'acteurs, et puis une rédaction, une mise en forme des pistes d'innovation. Donc ça, c'est, je dirais, la méthodologie de l'AFIN qui était appliquée à d'autres expéditions thématiques et que l'on a appliquée en la matière à plusieurs niveaux. Au niveau territorial, national, international. On a également mené un atelier thématique sur la data et la crise également. Sur les ateliers, on a travaillé donc avec la métropole de Rouen, avec le ministère de la Transition écologique et puis le DevTech, qui est l'entité de veille de l'Office de l'armement suisse. Et puis Cell-Data, ça c'est une équipe qui était dédiée à la FINC sur la question de la donnée. On a été accompagné également par des designers de services, je pourrais y revenir si vous le souhaitez, dans la construction de cette méthodologie et sa mise en forme. Donc sur l'approche territoriale, on a mené un travail en effet avec la métropole de Rouen. Je ne développe pas puisque nous avons de nombreux visuels à dérouler. Déroulé en 3 groupes traitant en 3 crises. Et là, ce que vous voyez mentionné à titre d'illustration, c'était en fait une scénarisation. Pour cela, nous avons utilisé l'outil en ligne Miro, dans lequel nous avons pu justement positionner des scénarios et les utilisateurs à distance, puisqu'on était évidemment à cette époque-là contraints au distanciel, suivaient un parcours scénarisé qui était le plus réaliste possible. Et avec des personas où chacun, en effet, pouvait se mettre dans une posture d'acteur, pardon. Sur la base pour initier ces scénarios, on est parti de situations de crise réalistes. En l'occurrence, on a travaillé sur des crises effectives qui ont eu lieu et on les a relues au prisme justement du numérique. On a travaillé sur un cas justement d'une pollution dans une vallée des Pyrénées. On a travaillé sur une submersion, enfin une inondation dans la plaine du Var, et on a également travaillé sur des accidents industriels. Donc, ce qui nous intéressait, c'était d'aborder plusieurs typologies de crises dans ces scénarios, et puis aussi combiner plusieurs crises, puisque le multicrise est un sujet qui est difficile à appréhender pour les organisations et pour l'être humain. On l'a vécu, puisque si je prends le cas de Rouen, par exemple, Rouen a vécu en même temps que le confinement une crise technologique, puisque le CHU de Rouen, pendant le confinement, a subi une attaque de piratage informatique et donc a dû fermer son réseau en plein confinement. On pourrait, dans le cas de Rouen, on aurait pu rajouter une 3e crise, Lubrizol par exemple, l'incendie chimique, d'établissements chimiques. Vous me direz, c'est très peu probable. La problématique, c'est justement aujourd'hui comment appréhender du multicrise improbable. Et ce qui nous a permis d'éprouver un certain nombre de dispositifs innovants, et je vais avancer plus rapidement. On a travaillé sur l'articulation entre local et national, donc là en partenariat avec le ministère de la Transition écologique, en travaillant là aussi sur des dispositifs avec des rôles et travailler finalement les postures et les réactions des parties prenantes.
et justement de pouvoir faire ce bilan à partir de l'expérience des crises travaillées au préalable dans justement les interactions qu'il peut y avoir à plus grande échelle. Donc là, je passe, vous pourrez justement voir plus en détail. Et donc à partir justement des axes que j'avais mentionnés au début, on a relu finalement chacune de ces situations. Le quatrième atelier qu'on avait fait, donc sur data et crise, là il s'agissait en effet au travers du scénario de l'inondation de la plaine du Var, de se pencher plus spécifiquement sur la question du traitement des données. Et donc avec à partir de plusieurs défis, d'avoir justement à partir toujours de situations d'acteurs typiques, donc là en l'occurrence une liste que vous voyez, médias, habitants, etc., de pouvoir identifier finalement la question, les typologies de données et métadonnées qui étaient à l'œuvre en fonction de chacun des acteurs. Donc ça, c'est des grilles que vous pourrez tout à fait réutiliser aujourd'hui pour justement éprouver finalement la qualité, les flux de données qui sont que vous pourriez avoir à anticiper dans le cadre d'une crise. Alors, on pourrait aujourd'hui considérer, parce qu'à l'époque, on n'a pas joué sur l'IA générative n'était pas répandue comme elle l'est maintenant aussi facilement, mais on pourrait tout à fait aujourd'hui inclure dans ces scénarios de la mobilisation d'IA générative pour performer, accélérer le processus. Alors, tout ça, ça nous a amené donc à travailler, donc comme je veux dire, sur ces différentes échelles. Et à partir de là, on a travaillé sur des pistes d'innovation. C'est propre de l'AFING d'avoir toujours travaillé de cette façon pragmatique, c'est-à-dire à partir de toutes ces mises en situation, d'en découler un certain nombre de propositions, de pistes d'action. Et là, je vais donc vous en exposer plusieurs, notamment pour commencer la ressourcerie du risque. Donc, comme vous voyez, là, on n'est pas dans la perspective conceptuelle, on est vraiment dans de l'approche pragmatique. Et ce qui nous intéressait dans cette ressourcerie, c'était d'avoir un espace et un réseau qui mutualisent des ressources locales nécessaires à la connaissance justement des risques et la gestion des situations de crise par les habitants. Donc aujourd'hui, la notion de ressourcerie est répandue dans les territoires, vous les connaissez. C'était de se dire qu'est-ce que ce serait que appliquer de façon numérique que cette notion de ressourcerie qui peut être alimenté par différents types d'acteurs, avec différentes typologies d'accès, et donc justement de contribuer, quand je parlais de littératie numérique, de contribuer à ce que cette culture du risque, de cette façon, elle puisse progresser, puisque dans cette ressourcerie du risque, eh bien, c'est typiquement une ressource qui va pouvoir être alimentée en avant-crise, pendant la crise et puis en post-crise. La deuxième piste consistait à travailler sur la notion de plateforme de compétences, c'est-à-dire comment à une échelle territoriale on permet d'identifier et de mettre en valeur des compétences utiles pour faire face aux crises. On a aujourd'hui en France un réseau
à l'international qui se développe sur ce qu'on appelle les open badges. Eh bien, le principe des open badges est de développer des compétences qui soient facilement qualifiables, quand bien même vous n'avez pas fait de parcours, on va dire, scolaire ou supérieur en la matière. Je vous mets d'ailleurs dans le chat un site de référence là-dessus. Je précise d'ailleurs que cette plateforme Open Badge, ce principe, ce concept des badges est développé par MSF pour justement mieux appréhender sur c'est un terrain d'action toutes les compétences en logistique, santé, etc. De leurs équipes. Donc là, cette plateforme de compétences, justement, ça peut agréger finalement ce type de méthodologie à l'échelle d'un territoire ou à d'autres échelles. Troisième piste d'innovation, c'est ce qu'on appelait le bon coin de la crise, c'est-à-dire comment matcher des ressources, des compétences, des moyens logistiques. Il est intéressant de voir que le site Le Bon Coin a finalement au départ était un site qui avait compétences en matière de vente, en effet, d'objets. Et puis, on a vu que la qualité du Bon Coin, notamment son interface, sa simplicité d'usage, a amené à ce qu'aujourd'hui, des gens utilisent le Bon Coin pour la recherche d'emploi, le recrutement, pour l'immobilier, enfin, et pour des services. Donc, ce concept nous semblait intéressant. On a d'ailleurs des initiatives en la matière qui se développent, notamment la Maïf, un partenaire qui, avec Préventrade, a développé une typologie de plateforme comme ça qui permet, sur une situation de crise en temps réel, tout de suite de pouvoir mettre en relation des personnes et des compétences. Quatrième piste d'innovation, l'infrastructure numérique low-tech. Là, l'idée, c'est de considérer que la simplicité est toujours la meilleure des méthodes et que dans le numérique, on est amené finalement par une grande quantité d'informations, des systèmes d'information qui se complexifient au fil du temps, de perdre finalement cette notion de simplicité. Et donc, l'infrastructure numérique low-tech est issue finalement d'une réflexion sur justement comment améliorer la résilience des pratiques numériques et des réseaux numériques. Je pourrais par exemple mentionner une expérience qui aujourd'hui est encore très embryonnaire, mais qui a été à l'initiative d'acteurs du numérique, plutôt dans la sphère de l'économie solidaire et de l'éducation populaire, qui s'appelle le réseau Chaton. Le réseau Chaton, ça consiste en quoi? Ça consiste à avoir en local finalement une petite équipe d'administrateurs serveurs, de gestionnaires de sites web, par exemple, qui vont mettre à disposition en local des moyens d'hébergement et de connexion. Alors c'est on va dire l'antithèse de gros acteurs de type des GAFAM que l'on connaît ou d'OVH pour prendre, ou Infomaniac pour prendre des exemples en Europe. Là, on est vraiment à la petite échelle. Ce qui nous semble intéressant dans l'infrastructure numérique low-tech, c'est notamment le fait, par exemple, que ça soit un équipement qui puisse être autonome énergétiquement. Là, vous n'avez pas des gros data centers qui consomment énormément d'énergie parce qu'ils concentrent énormément de données et de flux, mais là, vous avez des petites unités très locales qui peuvent, par un mix énergétique solaire, éolien et autres hydrauliques, avoir une autonomie énergétique et en allant jusqu'à éventuellement la capacité de pouvoir
allumer les serveurs au bon moment et pas nécessairement 24 heures sur 24. Voilà, ça et l'intérêt aussi, c'est d'avoir comme ça une multitude de petites unités qui peuvent être en réseau pervasif, c'est-à-dire qui peuvent communiquer entre elles, bien sûr, mais qui est un schéma finalement tout à fait alternatif ou complémentaire plutôt en effet, à des systèmes plus centralisés. L'écran communal partagé. Alors là, on vient à des formats qui sont assez familiers, qui est l'affichage public d'informations, et de se dire finalement, et on voit maintenant d'ailleurs ce concept d'écran de panneau d'information passer à une version numérique. Qu'est-ce que ça veut dire que mobiliser un écran communal en situation de crise? Ça peut nécessiter justement d'avoir des dispositifs qui soient peu consommateurs d'énergie, donc là il y a une réflexion à mener, mais aussi d'avoir une information qui soit très rapidement accessible à des personnes par exemple qui ne sont pas connectées. Un lien évident avec la piste d'innovation précédente, c'est que sur un dispositif low-tech local, eh bien on pourrait considérer que la priorité, ce serait que justement de l'énergie soit mobilisée pour que l'information sur un écran communal soit visible d'un grand nombre d'habitants à un instant T. Sixième piste d'innovation, c'est la monnaie locale de crise. Aujourd'hui, les monnaies locales existent, se répandent progressivement, peut-être lentement, elles ne sont pas toujours visibles, mais en tout cas, c'est une réalité. Alors, on parle beaucoup plus des crypto-monnaies aujourd'hui. Soit dit en passant, on sait qu'aujourd'hui, c'est des systèmes qui sont très consommateurs d'énergie. Donc, est-ce qu'en situation de crise, les crypto-monnaies seraient un bon scénario? Ça mérite réflexion. Ceci dit, il est intéressant de noter que le VIR, qui est une des principales monnaies locales qui existe dans l'histoire contemporaine, est une monnaie donc qui est suisse et qui a été conçue justement au sortir de la guerre pour pouvoir faciliter des échanges économiques entre acteurs territoriaux. Et on constate d'ailleurs en Suisse que cette monnaie elle a évidemment des périodes de plus grande intensité d'utilisation et que c'est justement en situation de crise que cette monnaie, que l'usage de cette monnaie s'accroît. Donc ça, c'est également quelque chose qui peut être mobilisé. On en revient à l'utilité du système low-tech local, mais ce qui peut être intéressant, et ça c'est un point qu'on a souvent soulevé au sein de la FINC, c'est quand on parle numérique, on peut parler aussi non numérique, et donc ça pose la question des usages hybrides, c'est-à-dire comment ce que vous allez déployer sur un plan numérique peut être aussi déployé sur un plan rematérialisé. Si je reprends le cas de l'écran communal partagé, on pourrait aussi considérer que la priorité, ce serait que ce qui s'affiche sur un écran communal puisse se matérialiser, donc s'imprimer en cas de besoin. La monnaie locale de crise, on peut avoir une plateforme d'échange qui soit dématérialisée, mais on peut aussi rematérialiser cette monnaie sous forme de billets, par exemple. Et d'ailleurs, un grand nombre de monnaies locales aujourd'hui existent sous forme papier en France ou dans d'autres pays. Septième piste, la mutualisation des données d'intérêt général. Alors là, c'est issu notamment du travail qu'on a mené dans le cadre de l'atelier justement Data et Crise.
et c'est comment justement on travaille un dispositif qui permet d'organiser à l'avance et de faciliter pendant les crises le partage et l'utilisation par les acteurs concernés des données utiles à une situation donnée, lambda. Donc, comment on mutualise ces données pour identifier celles qui sont considérées d'intérêt général et créer les conditions pour qu'elles puissent être accessibles dans l'urgence. Donc là, ça implique en effet une réflexion approfondie à la fois sur la nature des données, sur leur typologie, leur qualité, mais aussi sur les métadonnées, hein, c'est-à-dire une métadonnée, c'est ce qui va être un ensemble d'éléments descriptifs d'un jeu de données, ou autrement dit, dans un tableur, pour prendre un exemple assez simple, eh bien, c'est les champs qui vont décrire finalement le contenu des cases que vous êtes amené à remplir dans un tableur. Piste 8, les communs cartographiques. Et donc, comme vous savez, la question de la cartographie est un sujet stratégique en situation de crise. Je reprendrai un rétex que nous avions été amenés à analyser. Il s'agissait de la submersion en Charente-Maritime qui a eu lieu donc à la Faute-sur-Mer, et ce qui était très intéressant, c'était de constater que le premier jour de la submersion, la problématique, c'était de disposer de cartographies qui soient réalistes et à jour. À la fois pour des questions techniques, c'est-à-dire comment on va mobiliser les secours aux bons endroits, mais également pour des questions politiques et politico-médiatiques, c'est-à-dire que vous pouvez avoir sur un terrain impacté des zones qui sont totalement détruites et d'autres qui sont préservées. Et que va-t-il se passer? Et ça a été le cas d'ailleurs. Eh bien, les médias vont se positionner sur les zones dévastées, et donc vous avez un effet loupe que l'on constate quand on est éloigné géographiquement, c'est-à-dire que vous avez l'impression que l'ensemble de votre territoire est dévasté, alors que ça n'est pas nécessairement le cas. Tout le monde se rappelle en termes justement de crise politique, les émeutes qu'il y a eu en France certaines années, et on avait CNN qui avait affiché une carte de France où toutes les villes étaient en feu. Évidemment, ce n'était pas la réalité vécue par tous les Français. Et donc, l'enjeu de la cartographie, quand on l'envisage sous une forme de commun, c'est de quelle façon finalement différentes catégories d'acteurs dans un territoire peuvent contribuer à ces communs. Je prendrai un exemple qui a été assez significatif, qui a été la mer Noire, l'échouage de l'Erika. Et en fait, on a vécu une situation qui était problématique parce que la position du pétrolier créait, et la situation météo créait une incertitude sur l'endroit où le pétrole allait se déverser sur le littoral. Et la zone pouvait être extrêmement grande. Et il y a eu une initiative citoyenne qui a amené à positionner sur le long du littoral, sur une distance assez importante, des citoyens en vigie, des vigies citoyennes, on va dire, et que ces acteurs-là, ces personnes ont été en capacité, en renfort de l'État, parce que l'État n'aurait pas pu le faire avec ses seuls moyens, ont été en capacité de cartographier en temps réel l'avancée de la marée noire, et donc de pouvoir positionner très vite les moyens au bon endroit. Et là, il y a eu une coopération d'ailleurs avec une société de services qui elle-même disposait des serveurs et des outils cartographiques de façon à ce qu'ils soient renseignés. C'était donc l'expérience Radiophare. Alors ça remonte à très longtemps, donc il y a peu de sources numériques sur le sujet, mais c'était une expérience tout à fait intéressante et pertinente de collaboration entre citoyens, entreprises et services de l'État.
Et la notion de commun, aujourd'hui, qui se développe, amène justement à travailler sur 3 éléments. Un commun, au départ, c'est une communauté de personnes sur un territoire qui vont travailler sur une ressource. Là, en l'occurrence, c'est de la donnée, de l'information à poser sur des outils cartographiques. Et surtout, ce qui définit un commun par rapport à une simple ressource, c'est sa gouvernance. C'est comment finalement on est amené à travailler sur ces éléments-là. Pour revenir à la question de la submersion de la faute sur mer, on était finalement en situation où les services de l'État ou de la région étaient dans l'incapacité de disposer d'une cartographie à jour au moment de la crise. Et là, il y avait un vrai enjeu de gouvernance. Donc, comment on anticipe, justement, dans la création de communs cartographiques, les relations qui peuvent y avoir entre les acteurs territoriaux, les services de l'État et puis les opérateurs, hein, puisque un SDIS a sa cartographie, un Enedis a sa cartographie et d'autres acteurs, et parfois c'est pas toujours évident de rassembler toutes ces données en un lieu unique. Voilà les 8 pistes d'innovation qui ont été le résultat de cette expédition. Il nous reste donc 19 minutes pour échanger. Et donc, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Denis. C'était très intéressant et fourmillant d'exemples aussi, ce qui permet d'illustrer votre propos. On a pas mal de questions. Est-ce que vous souhaitez qu'on laisse la présentation, si jamais il y a des diapos qui peuvent... Oui. Oui, ok. Donc, on va faire comme ça. Moi, j'ai une première question, notamment en lien avec les missions de la FPCNT pour promouvoir la culture du risque, concernant comment le numérique peut nous y aider. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez développer Est-ce que vous pouvez me préciser la question ? C'est-à-dire que dans ce type de projet, comment est-ce qu'on mobilise le numérique et les citoyens aussi, la population, pour promouvoir cette culture du risque, les sensibiliser et les associer activement, on va dire. Alors, il y a plusieurs points. Le premier, c'est effectivement, j'ai parlé de littératie numérique. Vous pourrez retrouver sur le net les définitions qu'on en donne, mais la littératie numérique, ça n'est pas juste savoir utiliser un outil, mais c'est aussi savoir participer, savoir interagir avec autrui, savoir partager de l'information. Ce qu'on constate dans les usages du numérique, c'est qu'il y a finalement plus de prérequis qu'on ne le pense. Et puis, vous avez des grands écarts d'expérience et de compétences selon les individus. Je prendrai un cas très précis, alors dans un autre contexte que j'ai eu l'occasion de travailler, qui était les conseils de quartier de la ville de Paris. Eh bien, vous pouviez avoir à la fois quelqu'un qui n'avait aucune maîtrise numérique, et puis à l'opposé, quelqu'un qui vous réalisait une simulation 3D du quartier. Ça, c'est du vécu. Et ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, c'est que la compétence du deuxième, elle n'est pas toujours identifiée. En l'occurrence, il s'agissait d'un architecte urbaniste qui maîtrisait totalement ces techniques, qui n'était pas lui-même dans un dispositif de gestion de crise, elle n'était pas cataloguée, on va dire, parmi les compétences, mais ça implique, je pense, que d'avoir une bonne connaissance des acteurs de son territoire, de faire un travail de cartographie de ses compétences. Alors ça peut être par l'entremise de corporations, par l'entremise de structures associatives qui ont des compétences parfois précises. Je prends le cas de la cartographie. Aujourd'hui, on a dans le monde le réseau OpenStreetMap, qui est donc une alternative open source à Google Maps. Mais aujourd'hui, on a en effet des communautés de cartographes
qui peuvent être des professionnels de systèmes d'information géographique ou qui peuvent être de simples citoyens passionnés par le sujet, qui vont renseigner de façon extrêmement précise leur territoire. On a même des cartoparties. Ça, la cartopartie, par exemple, en préparation à la crise, c'est quelque chose qui est très fructueux parce que ça permet de fédérer des gens de différents niveaux. Ça leur permet aussi d'apprendre leur territoire de façon plus réaliste. Donc, on a aujourd'hui toute une palette d'actions pour faire monter, on veut dire, en compétences, en expérience, les citoyens. Mais ça implique aussi d'être clair sur la philosophie qu'on veut développer, et notamment la gouvernance qu'on peut être amené à élaborer en tant qu'élu local, en tant que spécialiste de la crise. Il est parfois vécu enfin, ça peut être contraignant aussi, c'est-à-dire que quand vous êtes un professionnel de la crise, eh bien, c'est pas toujours évident d'impliquer un profane, et donc appliquer au numérique, ça induit en effet des scénarios d'implication qui peuvent être, qui sont à réfléchir. Quand on parle de commun numérique, eh bien, c'est justement le propos, c'est de travailler sur les niveaux, les échelles de responsabilité et comment un citoyen peut participer finalement à cette préparation à la crise. Oui, une des convictions qu'on a partagées dans le cadre de l'expédition numérique touriste, c'est de considérer qu'aujourd'hui, avec la recrudescence des risques et des phénomènes notamment climatiques, le dispositif de gestion de crise qui est aujourd'hui en place, dans le futur, ne sera pas suffisant. C'est-à-dire prenons le cas de Valence, en Espagne. C'est un très bon cas d'école. C'est-à-dire finalement comment on peut faire en sorte que les parties prenantes soient mieux organisées, que peut-être on puisse faire appel à un plus grand nombre de ressources. On a bien vu dans le cas de Valence, par exemple, qu'il y a énormément de bénévoles qui sont venus de plein de territoires extérieurs à Valence et qu'il y a eu une phase de désorganisation où parfois on avait trop de ressources à un endroit et pas assez à l'autre. Et donc là, le numérique, et notamment quand on parle de plateforme de compétences ou de bons coins de la crise, eh bien, on voit que là, on peut avoir des dispositifs qui peuvent être adaptables rapidement pour justement mieux gérer cette ressource. Super, bon, merci beaucoup. Ça appelle aussi à peut-être mobiliser davantage nos tiers-lieux qui sont sur ces questions de la fracture numérique et en même temps des espaces communs d'innovation. Alors, si vous souhaitez, on va continuer en se donnant un petit temps, peut-être 1 à 2 minutes de réponse par question, oui, pour qu'on puisse toutes les aborder. Donc, on a Alexandra qui nous demande, enfin, qui indique que au niveau des pistes d'innovation, celle du panneau d'information communal est une très bonne idée et elle demande si cela va être aussi imposé via le règlement local d'affichage et de publicité aux panneaux publicitaires en cas de crise. Eh ben, alors c'est une très bonne remarque. Je pense que c'est une proposition qui mériterait d'être instruite, effectivement, en ayant le souci de veiller à ce qu'on ne soit pas non plus dépendant du dispositif. Parce que si vous avez une rupture du réseau d'alimentation, si vous appuyez uniquement sur ce système-là, eh bien, vous êtes fragilisé. C'est là aussi la dimension fragile du numérique. Hein. C'est que la condition, c'est quand même d'avoir de l'alimentation. On a vu dans le cas de la vallée de la Roya, tous les systèmes de communication ont été inaccessibles, hein, puisque même les émetteurs de téléphonie mobile étaient détruits, et que donc le seul moyen de communication lors de cette catastrophe, c'était les rotations d'hélicoptères.
hein. C'est-à-dire que donc au passage, c'était des moyens extrêmement coûteux pour avoir accès à de l'information. Et donc, cette proposition est intéressante, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir comment on peut la compenser si elle n'est pas opérante. C'est ça. Ça fait écho à une autre question que je vous poserai par la suite, du coup. Voilà, concernant l'électricité. On a une autre question concernant la monnaie locale de crise. Alors, comment l'intégrer dans une situation de crise dans un pays en développement? Et se pose aussi la question de l'utilisation de cette monnaie locale pour un temps ou en temps de crise. Nous avons par exemple en Gironde une monnaie locale qui s'appelle le GEM. Et du coup, je me posais cette question aussi en parallèle de Swalihi Soufedine qui nous pose la question spéciale pour les pays en voie de développement. Tout à fait. Alors là-dessus, ça m'incite à vous pointer les travaux de Jean-Michel Cornu, qui était un collaborateur de la FING, et qui a justement travaillé sur ce sujet-là. Il a publié un ouvrage qui s'appelle La monnaie et après. C'est un des très bons spécialistes du sujet. Ce qui est intéressant dans la monnaie, et d'ailleurs, ça me permet également de réagir par rapport à votre mention des tiers-lieux, Virginie, c'est que quand vous construisez, quand vous développez une monnaie locale, vous stimulez des interactions territoriales. Donc, vous créez une communauté de personnes qui ont déjà une expérience transactionnelle, donc une communauté dans laquelle finalement il y a un niveau de confiance renforcé. Donc, ce qui, pour moi, dans ce cas-là, la monnaie locale préalable, enfin antérieure, enfin qui existe, qui est préexistante à une situation de crise, c'est une situation tout à fait pertinente pour agir en temps de crise. Et ce qui peut être intéressant, effectivement, dans la monnaie locale de crise, c'est qu'elle va permettre d'agrandir très rapidement le nombre de bénéficiaires et de pouvoir permettre à un grand nombre de personnes d'avoir accès à des ressources dont elles ne disposent plus. Donc, finalement, la technicité et l'existence d'une monnaie locale territoriale est un bon préalable pour ensuite pouvoir déployer finalement une monnaie de crise avec finalement un nombre de personnes, un noyau finalement de personnes qui ont déjà cette pratique et qui vont pouvoir de façon maillée irriguer en effet le territoire. On le voit déjà, l'utilisation de ces monnaies locales, notamment sur les sécurités alimentaires qui sont mises en place dans différents territoires et qui du coup amènent à des bonnes pratiques et aussi à de la solidarité au niveau des usagers et des différentes structures du territoire. On a une autre question de Patrice. Comment gérez-vous l'information partagée en cas de panne générale du réseau électrique ? Alors, c'est là, je vais revenir en effet à la question du low-tech. C'est-à-dire que si vous avez des petites unités, ça vous permet d'avoir des ordinateurs ou des serveurs très peu consommateurs d'énergie qui vont être alimentés, par exemple, en énergie solaire ou hydraulique. Et aujourd'hui, on a des équipes qui explorent cette dimension-là. Il y a un projet d'ailleurs qui est intéressant parce que, et ça, alors je vous invite à vous rapprocher des réseaux qui travaillent sur le numérique responsable. Notamment, il y a l'Institut du numérique responsable qui fédère déjà de nombreux acteurs, mais vous avez aussi l'Alliance Green IT,
Et il y a un projet notamment qui fait référence à la loi de Moore. Hein. La loi de Moore, vous savez, c'est depuis l'émergence de la micro-informatique, on constate que tous les 2 ans, il y a une multiplication des capacités de calcul et de stockage. Alors, le défaut du système, c'est que finalement, les opérateurs et notamment les développeurs de solutions informatiques ont profité de cette caractéristique pour inciter les gens à acheter de plus en plus, régulièrement des matériels de plus en plus sophistiqués. Et donc, il y a une collusion entre on va dire, les fabricants de logiciels et les fabricants de matériel. Les fabricants de logiciels développent des outils qui consomment de plus en plus de puissance de calcul, et ce qui permet aux fabricants de matériel de vendre un matériel plus puissant régulièrement. Et aujourd'hui, avec les contraintes environnementales, ce qu'on essaie au contraire d'inverser, c'est de faire en sorte qu'un ordinateur, par exemple, dure 7 ans, ou qu'un smartphone, vous ne le changez pas avant 4 ou 5 ans. Et donc, la loi de Moore inversée, ce serait de se dire comment tous les 2 ans, on peut, avec le même matériel, utiliser des solutions qui sont de plus en plus performantes avec le moins de ressources possibles. Donc ça, c'est une réalité aujourd'hui qui est travaillée quand même par de nombreux acteurs. Donc, ce qui veut dire que derrière, l'énergie que vous mobilisez, elle est moins importante. Par exemple, sur la Roya, par exemple la vallée de la Roya, on aurait pu disposer, par exemple, de téléphones satellitaires qui auraient été dans chaque mairie, par exemple, qui auraient été reliés en solaire pour pouvoir transmettre des informations. Je rappelle qu'aujourd'hui, et pour avoir eu des témoignages directs, le métier d'un préfet en situation de crise, c'est les premières 24 heures d'aller à la pêche aux informations comme n'importe quel citoyen et de pouvoir mettre en place un dispositif de crise. Mais le préfet, à l'heure H de la crise, n'a pas plus d'informations que n'importe quel citoyen. Et simplement, il a derrière des moyens de mise en œuvre pour pouvoir ensuite synthétiser la bonne information au bon endroit. Mais encore faut-il en effet avoir des sources. Et donc, on peut se poser aussi aujourd'hui la question de se dire quel est l'équipement minimum d'une commune pour pouvoir communiquer avec le reste du monde à partir du moment où tous les réseaux sont en rideau. Et l'élément fragilisant du numérique, c'est qu'aujourd'hui, on a fait le choix de concentrer l'ensemble des flux d'informations via l'Internet. Donc aujourd'hui, de plus en plus, c'est via la fibre, mais on a eu déjà le cas, par exemple en Seine, dans le 91, on a eu une destruction d'un réseau important, d'un réseau de fibres, et on a eu 200 000 habitants, inclus le CHU, qui ont été coupés de l'Internet. Et ça, on a des cas réguliers, et c'est pas uniquement le climatique, là, ça peut être aussi de l'intervention humaine volontaire. Donc, il faut prendre en compte le fait que on a fait des choix motivés par l'optimisation économique, qui nous fragilisent. Les réseaux hertziens, par exemple, qui sont encore utilisés pour des besoins militaires, hein, bien sûr, mais ne sont plus aujourd'hui maintenus pour des usages civils, ou très peu. Donc, ça pose la question, effectivement, des réseaux alternatifs. Du coup, merci pour cette réponse qui est très complète et qui reprend à peu près la question d'Éric, qui posait la question du caractère judicieux ou pas de constituer des réseaux de radio privés à l'échelle départementale pour assurer les communications d'urgence en cas de crise. Et ça m'amène à compléter qu'aujourd'hui, contrairement, alors si on compare avec d'autres pays comme l'Allemagne,
notamment en proportion de la population, on a moins de radioamateurs. Les radioamateurs, enfin les ondes courtes qui permettent de communiquer sur l'ensemble de la planète, compte tenu de leurs caractéristiques de propagation, c'est une compétence qui doit continuer à être entretenue pour pouvoir disposer de moyens. Et là-dessus, alors il y a une personne qui est passionnante à relire ou à écouter, qui est Gaël Musquet, Oui. qui lui a une grosse expérience des situations de crise, notamment dans les pays, dans les dom-toms, qui a été amené justement, qui faisait partie du réseau OpenStreetMap et qui a été amené à cartographier Haïti pendant sa grande, donc son tremblement de terre. Et lui est un expert notamment des radioamateurs, et il insiste beaucoup sur la nécessité aujourd'hui de développer les compétences de radioamateurs. Alors vous avez dans chaque préfecture des personnes qui sont agréées, puisque vous pouvez, si vous voulez, émettre dans un réseau de radioamateurs, vous devez avoir une licence. Mais ça, c'est une compétence qu'il faut maintenir et développer en France. On a Pascal qui nous indique que Gaël Musquet est également le parrain du parc numérique. Voilà, et donc le parc numérique est représenté ce soir avec nous, fait partie de notre public. On a Achille qui nous indique qu'il est étudiant et qu'il développe Fosiva, une appli mobile pour informer et sensibiliser sur les risques. Pensez-vous qu'agréger des données officielles puisse renforcer la culture du risque? Il consulte actuellement différents acteurs de la prévention pour avoir leur avis sur cette question. Aujourd'hui, on a une 2 minutes. 2 minutes. On a une donnée nouvelle, c'est qu'on a une loi qui stipule qu'aujourd'hui, en effet, les données publiques doivent être accessibles, ce qu'on appelle l'open data. Donc là, aujourd'hui, vous avez des acteurs qui sont éminemment compétents. Je pense je vais vous mettre. Il y a d'activistes qui est une structure qui travaille justement sur ces questions. Alors c'est le nom qui me vient, mais il y a évidemment de nombreux autres acteurs de la donnée qui interagissent. La question, c'est effectivement comment travailler sur cette gouvernance des données, c'est-à-dire à différents niveaux, quelles sont finalement quelle est la typologie de données qu'on peut être amené à partager. Il y a des données critiques qui ne peuvent pas être partagées à tout le monde. En revanche, il y a un grand nombre de données qui peuvent être émises par tout un ensemble d'acteurs et pour lequel aujourd'hui on n'a pas construit de processus justement d'agrégation. Donc pour moi, je dirais que j'ai mentionné à dessein OpenStreetMap parce que pour moi c'est la meilleure école aujourd'hui qui peut amener à construire, à élargir ce partage de données, tant du côté du citoyen de se dire moi je peux apporter ma pierre, que aussi du côté des élus ou des entités en charge de la gestion de crise qui peuvent aussi davantage prendre en compte ces compétences-là. Alors, merci Denis. Du coup, je vous propose une dernière question et puis après, on clôturera ce webinaire pour éviter de perdre tout le public, voilà, parce qu'on dépasse un petit peu au niveau de l'horaire. Donc, on a Eric qui nous pose la question pour savoir quel est votre avis par rapport à l'interopérabilité d'un outil d'alerte à la population
à la solution FR Alert grâce à l'application du Common Alerting Protocol, CAP. Est-ce que ça constitue une bonne piste d'innovation selon vous? Alors là, je vais pas m'avancer dans le sens où je ne suis pas spécialiste de ces protocoles, donc je ferai des réponses qui seraient, je pense, trop approximatives. L'interopérabilité, en effet, et ça on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un élément clé. Effectivement, ça va être une clé de lecture systématique, parce que on a pu constater que, par exemple, on avait parfois des protocoles qui n'étaient pas compatibles entre la gendarmerie ou des SDIS. Alors ça progresse effectivement, et ce qui est mentionné va dans le bon sens. Donc cette interopérabilité, effectivement, elle est indispensable. Je pense que il y a la question de l'interopérabilité, et puis il y a la question de la mise à disposition des données sous différentes formes. Je voulais signaler une expérience qui était très intéressante sur la gestion d'accidents. En une minute. D'une équipe qui justement de responsables de SAMU en relation avec le SDIS, notamment je pense du côté de l'Allier, où vous avez un logiciel qui a été développé et qui permet de travailler en mode connecté et déconnecté. Le rétex est très intéressant parce que quand vous avez un accident de plus de 10 blessés, vous devez, le médecin référent doit passer, jusqu'à maintenant, passer 1 heure au téléphone pour mobiliser 25 acteurs différents. Et là, on voit que effectivement, à la fois le fait d'avoir un outil résilient et interopérable permet de gagner beaucoup de temps dans le traitement de la situation d'urgence. Mais oui, je conçois que ma réponse est imparfaite par rapport à la question posée qui était… Oui, et puis autant disponible et en même temps, voilà, tout se cumule. Je pense qu'on pourra vous réinviter éventuellement si vous êtes disponible. En tout cas, un grand merci. Vers qui est-ce qu'on peut se tourner à l'heure actuelle si on souhaite développer cette expédition numérique tout risque? Alors, je vous transmets mon email dans le chat si vous voulez me poser d'autres questions où je peux faire des mises en relation. Ça, c'est tout à fait dans ma compétence. Et de toute façon, là les pistes d'innovation dans le document qui vous est transmis sont plus développées et argumentées. Là, c'était vraiment une synthèse. Donc, ça vous a donné un aperçu, mais vous pourrez explorer davantage. Je n'ai pas parlé des Fab Labs qui aujourd'hui sont des réseaux aussi d'acteurs très intéressants en situation de crise. Et au passage, je me permets de mentionner que les Fab Labs, en relation avec la Fondation de France, le réseau français des Fab Labs que je mentionne dans le chat là, vont travailler justement en 2025-2026 sur un projet qui s'appelle Commun d'urgence. Et donc ça pourrait être un sujet pour revenir en parler. On avait prévu d'aller vers eux justement pour en parler lors d'un prochain webinaire 1 heure pour comprendre. Eh bien, merci beaucoup Denis, c'était passionnant. Merci aux personnes qui se sont inscrites et qui ont participé donc à ce live. Vous retrouverez l'ensemble des contenus, à savoir la présentation, les liens URL sur notre site web et aussi cette vidéo sur la chaîne YouTube de l'AFPCNT.
Je souhaitais remercier notre directrice Ghislaine Verriès-Leblanc qui a aussi participé donc à l'organisation de cette session, Laurence Bonhomme au niveau de notre service communication et tout cela grâce au soutien du ministère en charge de la transition écologique aussi. Voilà, un grand merci à vous tous. Je vous rappelle notre prochain rendez-vous, donc prochain webinaire 1 heure pour comprendre qui aura lieu mardi 25 mars de 17h à 18h. Il traitera de l'alerte précoce et des cartographies participatives pour un citoyen résilient. Et vous pourrez tester en temps réel l'application SigneAlert. Voilà, cette présentation sera réalisée par le directeur général de SigneAlert, Richard Guillard. Un grand merci à vous toutes et tous. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup, Denis. Bonsoir. Au revoir.